Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ces quatrièmes e-rencontres des notaires conseils d'entreprise, le réseau NCE, le réseau de notaires qui accompagne les dirigeants d'entreprise et leur société. Nous allons aborder ensemble la question de la protection du chef d'entreprise, de sa famille et de son patrimoine. Nous allons passer ensemble une petite heure avec trois rendez-vous, trois tables rondes de 20 minutes chacun, auxquelles vous êtes invités à participer. Il y aura un petit sondage pendant ou juste avant chaque rendez-vous. Et puis, vous êtes aussi invités à vous exprimer dans l'onglet chat pour poser vos questions. Elles seront posées à l'issue de chaque rendez-vous. Elles nous seront redirigées ici sur cette tablette et je me ferai votre porte-voix. Je vous propose donc avant de débuter notre première table ronde, de passer immédiatement à notre premier sondage. Cette question, elle apparaît en bas à droite de votre écran. Elle concerne le nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Alors, ce nouveau statut, est-ce qu'il protège automatiquement le patrimoine personnel du chef d'entreprise? Oui, non, vous ne savez pas. Soyez honnête, de toute façon, les réponses sont parfaitement anonymisées. Et nous allons les relever, ça nous permettra de mieux coller à vos préoccupations. Vous suivez peut-être ce programme en direct, sachez que vous le retrouverez rapidement en replay sur le site du réseau NCE. Et avant de vous dévoiler les réponses à notre sondage, on passe tout de suite à notre premier rendez-vous. Voilà, se protéger son patrimoine, mise en société, nouveau statut de l'entreprise individuelle avec Virginie Roitman, présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour Guillaume, merci pour votre invitation. Et bonjour à vous, Guillaume Pinsard. Vous êtes notaire à Rennes et délégué régional de NCE en Bretagne. Bonjour Guillaume, merci aussi de votre invitation. Alors, on va tout de suite avoir la réponse à notre sondage qui va m'arriver. Le nouveau statut de l'entrepreneur individuel protège-t-il automatiquement le patrimoine personnel du chef d'entreprise? Eh bien, on a 35% de personnes qui nous disent oui et 48 personnes qui ne savent pas. Donc, ça nous montre bien que ce statut est encore trop méconnu. On va revenir bien évidemment à cette question pour mieux vous préciser les choses dans quelques secondes. Alors, Guillaume Pinsard, avant de revenir à cela, juste une première question en matière de protection du patrimoine. Rappelez-nous la différence qu'il y a entre un entrepreneur individuel et le gérant d'une SARL et le président d'une SAS. Il y a plusieurs différences dans ces statuts qui permettent aujourd'hui l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'entreprise individuelle n'avait pas jusqu'à maintenant de définition légale. C'était un individu qui exerçait une activité indépendante et qui n'était pas sous la forme d'une société. Donc, c'était une définition par la négative. Aujourd'hui, le plan des indépendants lancé par le gouvernement a instauré depuis le 15 mai 2022 une définition de l'entrepreneur individuel. Donc, c'est donc une personne physique qui exerce pour son propre compte une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Donc, voilà, on voit aujourd'hui qu'une définition s'est mise en place et donc qu'il y a des différences qui sont plus claires dans les statuts. On a l'entrepreneur individuel. La première différence, c'est que c'est plutôt la simplicité que l'on retrouve dans l'installation en tant qu'entrepreneur individuel. C'est aujourd'hui très facile de créer une entreprise individuelle. Il suffit juste de s'inscrire sur le guichet unique de formalité des entreprises, qui au passage ne fonctionne pas très très bien. Il n'y a pas besoin de capital social pour s'installer. Donc on voit bien que c'est la simplicité. Il n'y a pas besoin d'assemblée générale annuelle pour approuver les comptes. Il n'y a pas besoin de règles du jeu, de statut pour en régler le fonctionnement. Alors, pour créer cette société, effectivement, le guichet unique ne fonctionne pas très bien. Néanmoins, on se tourne vers son notaire ou son expert comptable pour cette création. Il s'occupe de ces formalités. Virginie Roitman, vous êtes expert comptable, je le disais tout à l'heure. On n'en est pas à la première réforme de ce statut de l'entrepreneur individuel. Qu'est-ce qui justifie une nouvelle réforme? En fait, le législateur doit flirter avec plusieurs notions. La première qui est accélérer l'entrepreneuriat. On a des dirigeants qui veulent plus de chefs d'entreprise et donc il faut un statut très simple,
d'une part, et avoir quand même une relation de confiance importante, euh, euh, et donner confiance aux créanciers. En fait, il n'y a pas de relation de commerce si les créanciers n'ont pas une assurance d'être payés à la fin de cette relation de commerce. Tout ça pour dire quoi? Le statut de l'entrepreneur individuel a toujours été donc une problématique, et parce que face aux créanciers, il faut qu'il y ait un patrimoine pour rassurer les créanciers. Et quel patrimoine? Et donc, depuis des années, donc en 1984, on crée l'EURL. En quelques années après, une dizaine d'années après, on crée l'EIRL. Et aujourd'hui, on réforme le statut de l'entreprise individuelle pour répondre à ce triptyque qui est la création d'entreprise, la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel et la confiance des créanciers. Et c'est ce triptyque qui fait que nous avons des lois pour essayer d'équilibrer tout ceci. Et qu'est-ce qu'on entend exactement par patrimoine de l'entrepreneur, Guillaume Passard? Le patrimoine de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est l'ensemble des biens dont il est propriétaire. Ça peut être des biens de différentes formes, des biens matériels, c'est-à-dire des biens immobiliers, une résidence principale, un appartement de rapport, mais aussi des locaux professionnels. Ça peut être aussi des biens mobiliers, à savoir des meubles, une machine-outil, un camion, et ça peut être aussi des biens immatériels, à savoir des créances, un savoir-faire. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments qui formaient jusqu'à présent le patrimoine de l'entrepreneur. Il y avait une unicité, il n'y avait pas de distinguo patrimoine professionnel et patrimoine privé. Or, la loi vient de créer justement un patrimoine professionnel relatif au fonctionnement de l'entrepreneur individuel indépendant. Et le critère aujourd'hui de distinction, c'est l'utilité des biens pour savoir si les biens sont utiles à l'exercice de sa profession indépendante. Donc, on a remis en cause l'unicité du patrimoine pour créer deux patrimoines aujourd'hui avec une caractéristique, l'utilité pour la profession. Alors, on le voit avec notre sondage, la plupart des personnes qui nous regardent aujourd'hui, et c'est bien normal puisque cette réforme est nouvelle, ne savent pas si le nouveau statut de l'entrepreneur individuel protège mieux leur patrimoine. Je vous pose la question, est-ce que... De prime abord, aujourd'hui, quand on avait un exercice d'une activité indépendante, s'il n'y avait pas de risque lié à cette activité, pas trop d'investissement, on choisissait l'entreprise individuelle. Mais généralement, si on voulait se protéger, on ne prenait pas l'entreprise individuelle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que cette loi sur l'entreprise individuelle est une réponse légale de premier ordre, puisqu'il y a la création d'office d'un patrimoine professionnel. Et c'est ce patrimoine professionnel qui devient le gage des créanciers, qui limite les risques pour son patrimoine privé d'être mis en cause dans le cadre de son activité indépendante. Et tout ça, il y a des différences par rapport aussi au statut de l'entreprise exercée sous forme sociétaire. On va chercher le patrimoine de l'entreprise sociétaire, mais aussi s'il y a une faute de gestion de l'entrepreneur en SARL, en URL, on peut aller aussi chercher son patrimoine privé, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a un exemple très flagrant qui sort de la C'est une responsabilité limitée, mais pas pour tout le monde. On peut étendre cette responsabilité s'il y a vraiment une faute de gestion, s'il y a un acte anormal de gestion, un abus de bien social. Ce sont des notions qui n'existent pas en entreprise individuelle. Et on le voit par exemple pour les dettes sociales de l'entrepreneur. Si vous êtes en SARL, URL, donc gérant et associé unique, vos dettes sociales sont des dettes personnelles. Là, aujourd'hui, les textes de la nouvelle loi sur l'entreprise individuelle précisent bien que ces dettes sont professionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on n'ira pas chercher sur votre patrimoine professionnel pour payer les dettes sociales. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, si on veut s'installer en tant qu'indépendant sans chercher d'associé de développement majeur, ça peut être une très bonne réponse que ce nouveau régime. Cependant, il y a pas mal d'interrogations sur les critères de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est inutile à une entreprise? Et à quel moment de vie de l'entreprise? Donc, on a une mouvance qui peut être assez problématique et gênante. Merci. N'hésitez pas à nous faire passer vos questions. Elles arriveront directement sur la tablette dans l'onglet chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Virginie Roitman, faut-il, en tant qu'entrepreneur individuel, opter pour l'impôt sur les sociétés ou une imposition sur le revenu? Alors, si vous voulez, je voudrais juste faire un petit aparté. Allez-y. Qui est la caution que demande le banquier. Quel que soit votre statut juridique, à chaque fois que vous empruntez, quand le banquier demande au dirigeant une caution solidaire, son patrimoine privé
n'est plus protégé. C'est bien de le rappeler, même en forme de société. Après, l'option à l'IS. L'option à l'impôt, une entreprise individuelle est naturellement à l'impôt sur le revenu. Donc, faut-il opter à l'impôt société? Il existait ce statut qui est mort l'année dernière de l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui pouvait également opter à l'impôt société. L'option à l'impôt société est contre nature dans ce genre de forme, et c'est pour ça que souvent l'administration patauge un peu, et d'ailleurs elle a dû définir dans la dernière loi de finances, c'est-à-dire 9 mois après la sortie de la loi, sur ce nouveau statut de l'entreprise individuelle, a dû définir les conséquences de l'imposition à l'impôt société, et en fait, lorsqu'on est imposé à l'impôt société, lorsqu'on opte à l'impôt société, excusez-moi. Ça va venir. Oui, je me suis couché tard, c'est ça le problème. Lorsqu'on opte à l'impôt société, eh bien, il y a une imposition naturelle des plus-values. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a à l'actif un immeuble, tout de suite, on devra payer un impôt qui sera en sursis ou en report d'imposition. On devra payer la plus-value. Alors donc, on voit que ces notions sont un petit peu complexes. Il vaut mieux faire appel de toute façon à un professionnel pour faire le choix qui convient à son activité. On va demander un rendez-vous. Voilà, demandez à votre expert comptable ou à votre notaire préféré, on vous expliquera tout ça. Et surtout, en fait, la vraie question, c'est pourquoi opter à l'impôt société? À quoi ça sert? Et la grande différence, en fait, c'est l'imposition du revenu. C'est-à-dire qu'un entrepreneur individuel qui fait un résultat de 100 000 euros sera taxé sur 100 000 euros, paiera de l'impôt sur le revenu sur 100 000 euros, même s'il n'a besoin que de 50 000 euros. L'impôt société permet de payer l'impôt uniquement sur la partie nécessaire au financement du train de vie, c'est-à-dire 50 000 euros. C'est ça la plus grande différence, et donc c'est là qu'il faut commencer à se poser une question. Et alors, la question qu'on peut se poser aussi, et ça a été un petit peu abordé par Guillaume Brassard, c'est de dire, à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas passer en société? Est-ce qu'on peut passer d'un statut d'entrepreneur individuel à celui de société? Est-ce que ça se fait facilement? Ça se fait très facilement, et on le fait depuis des années, de passer d'une entreprise individuelle à, par exemple, une EURL ou une SARL ou une SAS. Juridiquement, il y a quelques formalités à faire. Alors certes, en ce moment, sur le guichet unique, c'est un peu compliqué parce que ça ne fonctionne pas, mais en théorie, ça se fait très facilement, sans aucune difficulté. Merci. Alors, je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur le chat. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer de la disqueuse dehors, donc on va voir si on ne peut pas essayer de le faire cesser un petit peu. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas troublé par ce petit désagrément sonore. Est-ce que, on a une question qui nous arrive, est-ce à penser que nous sommes face à une rupture d'égalité entre entrepreneurs individuels et gérants de SARL, de URL, notamment pour la notion de dette sociale, nous demande-t-on? Qui veut s'y coller? Oui, c'est une très bonne question. Et en effet, c'est ce que disait Guillaume. Donc, les dettes sociales pour un gérant majoritaire, donc statut TNS, un travailleur non salarié, reste une dette personnelle, alors que dans ce nouveau statut de l'entreprise individuelle, ça pourrait être une dette professionnelle. Et là, on est un petit peu plus protégé. Alors, on a aussi une autre question. On nous demande si le système de l'insaisissabilité, qui était la norme avant la réforme, perdure aujourd'hui. Aujourd'hui, il perdure ce régime, mais il n'a plus grand intérêt puisque l'insaisissabilité porte aujourd'hui non plus sur la seule résidence principale, mais sur l'ensemble du patrimoine privé, donc par exclusion non professionnelle de l'entrepreneur individuel. Merci. Autre question, l'immobilier doit-il être acquis par l'entreprise ou par l'entrepreneur en propre dans cette situation d'entrepreneur individuel? Nous, un expert comptable notaire, conseil de l'entreprise, on conseille systématiquement de protéger le patrimoine professionnel et de le loger dans une société civile immobilière, quelle que soit en fait la forme d'exploitation de l'activité, qu'on soit en entreprise individuelle, en SARL, en SAS, on est toujours bien à mettre ce patrimoine à part. Le seul hic dans ce nouveau statut, c'est que si cet immobilier est professionnel, qu'est-ce qu'on entend par immobilier professionnel? C'est-à-dire, oui, c'est ça. Exactement, c'est l'immobilier qui sert à l'activité. Par exemple,
vous achetez un appartement de 50 mètres carrés dans Paris, vous êtes médecin généraliste et cet appartement est le lieu d'exercice de votre activité. Cet appartement, vous l'avez logé dans une SCI. Donc, pour le protéger, cet appartement devient un actif professionnel parce qu'il sert à l'exploitation de votre activité. Et donc, cet actif professionnel n'est plus protégé dans la SCI. C'est la grande nouveauté de ce nouveau statut. Et donc, il faut être très, très, très vigilant. Ça veut dire, je rebondis, que finalement, la création de la SCI est plus plus nécessaire qu'obligatoire. On peut s'éviter ces frais de création et de gestion d'une SCI pour la tenir en propre. Alors, oui, mais ça veut dire que donc cet immobilier n'est plus du tout protégé. Et en cas de défaillance professionnelle, ce bien immobilier pourrait être saisi par les créanciers. Alors, on a une autre question qui nous arrive. On nous demande, bonjour, un entrepreneur qui exerce son métier dans un local qu'il détient en nom propre, ce bien n'est pas à l'actif du bilan, l'entrepreneur paye un loyer et s'engage des créanciers. Aujourd'hui, ça l'est, bien évidemment, puisqu'il est utile à cette activité professionnelle indépendante. Même si dans le patrimoine privé, il est repassé directement dans le patrimoine professionnel, avec des conséquences fiscales aussi, qui ne sont pas mesurées aujourd'hui par la loi. On a une autre question qui nous arrive, peut-être pour un autre débat, dit-on, mais que mettre en place à l'approche de la retraite pour protéger la pérennité de la société, les risques menaces liés à la retraite arrivant pour ma société? Effectivement, on va peut-être se garder cette question tout à l'heure pour la seconde ou peut-être la troisième table ronde. Nous verrons dans quel débat est-ce qu'elle s'inscrit, elle peut s'inscrire le mieux. Je regarde si nous avons une dernière question. Pas pour le moment. Eh bien, il me reste à vous remercier. Virginie Roitman, présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, Guillaume Pinsard, notaire à Rennes et représentant régional de NCE en Bretagne. Nous allons à présent passer à votre deuxième rencontre sur la protection familiale avec une question très personnelle, mais encore une fois, c'est anonyme. Êtes-vous marié, pacsé, en concubinage ou célibataire? Vos réponses permettront de mieux cibler les interventions de Céline Schwarzler, qui est notaire à Toulouse et vice-présidente de NCE, et Philippe Abrat, qui est directeur assurance de personnes chez LSN, chez LSN Assurance. On se retrouve dans quelques secondes. De retour sur notre plateau avec Céline Schwarzler, donc notaire à Toulouse et vice-présidente de NCE, et Philippe Abrat, qui est directeur assurance de personnes chez LSN Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Alors, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci. Céline Schwarzler, je me tourne tout d'abord vers vous. Y a-t-il, quand on est chef d'entreprise, des précautions particulières à prendre en termes de protection de sa famille avant de se marier ou de se pacser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a l'intention de se marier ou de conclure un PACS, on doit se poser la question du régime sur lequel on va se marier ou se pacser. Donc, quand on se marie, schématiquement, il y a 3 grands régimes matrimoniaux. La communauté réduite aux acquits, qui est le régime le plus courant, c'est celui que la loi vous impose si vous ne faites pas de contrat de mariage. Donc, cette communauté réduite aux acquits, si on doit schématiser, chacun des époux va rester propriétaire de ce dont il est propriétaire au jour du mariage et de ce qu'il va recevoir par succession ou donation. Et tout ce qui va être acquis ou créé comme une entreprise au cours de l'union va être commun. Si ce régime ne vous convient pas, il faut faire un contrat de mariage avant de se marier et vous allez pouvoir opter, par exemple, pour la séparation de biens. Chacun reste propriétaire de ses biens personnels, ou la participation aux acquits, qui est un peu un régime hybride. Pour le PACS, le régime par défaut du PACS, c'est la séparation des patrimoines. Et sinon, on peut opter pour le régime de l'indivision. Alors, on va tout de suite prendre la réponse à notre sondage pour voir quel est le statut marital ou non des personnes qui nous suivent. Ça permettra aussi de mieux coller à leurs préoccupations sur ces questions. Avant que la réponse au sondage m'arrive, je vais vous demander quelle était la différence de protection qu'on pouvait avoir entre le PACS et le mariage. Alors, la différence de protection, elle ne va pas être sur le plan fiscal, puisque fiscalement, la situation va être la même.
il va y avoir une imposition commune à l'impôt sur le revenu et il va y avoir une exonération, du moins à ce jour, en matière de droit de succession. Et le statut en matière de donation est également le même. En revanche, sur le plan civil, il va y avoir une grande différence. C'est que dans le mariage, on hérite en partie l'un de l'autre en fonction de la situation de famille, si on a des enfants, si on n'en a pas. En revanche, si on est partenaire de Pacs, par défaut, on n'hérite pas l'un de l'autre. Donc là, il va falloir prévoir un testament. Alors, là, on voit que c'est assez. Alors, il y a moins de personnes qui sont pacsées dans notre sondage que de personnes qui sont mariées ou célibataires. En cas de défaillance de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe si un conjoint s'est porté caution? Si un conjoint, pardon, s'est porté caution? Alors, si un conjoint s'est porté caution, son patrimoine personnel, quel que soit le régime sur lequel il est, alors soit un régime matrimonial ou un régime dit pacsimonial, c'est-à-dire un régime de Pacs, son patrimoine personnel peut être inquiété et fait partie du gage des créanciers puisqu'il est caution à titre personnel. Et donc, si la personne se porte caution, est-ce que la caution l'emporte, même sur le contrat de mariage? Et oui, parce que là, vous avez pris un engagement à titre personnel. Donc, du coup, la protection que vous aviez prévue éventuellement dans le contrat de mariage n'est plus vraiment efficace. Et si l'entreprise est endettée et en cas de décès de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il advient classiquement en termes de succession? Alors, quand un prêt est accordé à une entreprise, très souvent, la banque va demander une garantie supplémentaire qui va être l'assurance décès du dirigeant. Donc, si jamais, alors en matière d'assurance, on dit si le risque survient, c'est-à-dire si le dirigeant décède, l'assurance va rembourser le prêt, mais en fait, elle va rembourser directement la banque. Donc, on va avoir au niveau de la société ce qu'on appelle un profit exceptionnel, c'est-à-dire que la dette va s'éteindre par une cause extérieure, donc ce qui va générer soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés en fonction du régime d'imposition de la société. La valeur des parts, des titres, ou du moins de la valeur de l'entreprise va être calculée pour les droits de succession sans déduction du prêt, puisque par définition, il est déjà remboursé du fait du décès. Par l'assurance de la banque. Par l'assurance de la banque, et donc du coup, ça va majorer les droits de succession. Donc ça, c'est sur ce que ça engendre pour la succession et pour l'entreprise. L'entreprise, elle est taxée puisqu'elle a un profit exceptionnel, donc elle va payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés. Bon, d'un autre côté, elle n'aura plus la dette. Donc, elle y a quand même trouvé un avantage. Mais elle a perdu son dirigeant. Voilà. Malgré tout. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat en bas à droite de votre écran. Elles arriveront directement sur ma tablette ici. Je viens vers vous à présent, Philippe Abrat. Je rappelle que vous êtes directeur assurance de personnes chez LSN Assurance. Y a-t-il un moyen, légal bien évidemment, d'empêcher ou de contourner ces désavantages fiscaux liés soit à des frais de succession, soit à une imposition sur les sociétés supérieures? La réponse est oui, Guillaume. Il existe bien un moyen légal d'éviter les inconvénients fiscaux décrits par Céline. C'est la mise en œuvre d'une convention de tiers séquestre dont le principe a d'ailleurs été validé par un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1992. En quoi ça consiste, le tiers séquestre exactement? Avec ce dispositif, eh bien, il y a la banque. La banque ne sera plus désignée d'une part comme bénéficiaire du remboursement du capital restant, et en parallèle, le capital décès qui serait versé par l'assureur est déposé sur un compte séquestre ouvert dans la comptabilité du notaire. Donc, j'incite évidemment le chef d'entreprise à prendre rendez-vous avec son notaire. Il va établir, le notaire va établir une convention dite de tiers séquestre, au terme de laquelle le prêt se poursuivra normalement, et d'autre part, le chef d'entreprise va pouvoir choisir le bénéficiaire de son choix, qui peut être soit un membre de sa famille, voire un associé. Et après la dernière échéance, en l'absence de tout incident de paiement, eh bien, le capital immobilisé chez le notaire séquestre est reversé intégralement entre les mains du bénéficiaire désigné. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que c'est... Intégralement, donc c'est-à-dire libéré de toute forme de taxe. Absolument. S'il n'y a pas eu d'incident de paiement, ce capital est reversé totalement
Donc nous pouvons dire en conclusion que cette convention de tir séquestre s'analyse vraiment comme un outil de protection indispensable du chef d'entreprise et de sa famille dans le cadre de l'assurance d'un prêt professionnel. Alors, dans le cadre d'un prêt professionnel. Tout à fait. Toujours une profession dans le cadre d'un emprunt professionnel qui est cautionné, qui est effectué par l'entreprise et qui est cautionné par le dirigeant. Les prêts personnels ne sont pas concernés. Nous parlions tout à l'heure d'un prêt, avec Guillaume Pinsard de l'acquisition éventuelle de son immobilier. Si le prêt immobilier pour un bien professionnel est réalisé à titre personnel, là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Alors, si l'emprunt a un caractère purement personnel, là, on ne se situe plus dans l'assurance d'un prêt professionnel, mais donc, s'il s'agit d'un local professionnel que l'on achète à titre personnel, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Alors, de toute façon, sachez que la convention de tir séquestre peut très bien être mise en œuvre, que ce soit dans le cadre d'un prêt personnel ou d'un prêt professionnel. Mais là, clairement, ce matin, nous nous situons dans le cadre d'un emprunt fait par l'entreprise. Merci. Alors, il y a une assurance qui est souvent négligée par les chefs d'entreprise. Il y en a moins d'1 sur 2 qui y souscrit, c'est la prévoyance. Et pourtant, c'est un outil de protection de sa famille, Philippe Abrat. Oui, alors il faut peut-être commencer par rappeler ce qu'on entend par prévoyance. La prévoyance, c'est en fait l'ensemble des mesures destinées à se protéger contre les conséquences financières des différents aléas de la vie qui, par nature, sont imprévisibles, mais qui peuvent survenir à tout moment. Ces aléas consistent essentiellement dans l'invalidité, l'infirmité, le décès et l'arrêt de travail. Les chefs d'entreprise, comme leurs salariés, je dirais même plus encore que leurs salariés, sont bien sûr concernés par ce besoin de protection personnelle. Alors que le dirigeant soit salarié, commerçant, travailleur indépendant, il peut disposer de plusieurs niveaux de couverture avec des garanties très inégales qui peuvent varier en fonction de son statut. Alors vous avez bien sûr les régimes de sécurité sociale obligatoires, mais tout le monde sait que ces régimes sont notoirement insuffisants. Vous avez aussi un deuxième niveau avec les régimes complémentaires obligatoires. Par exemple, la Convention collective des cadres de 1947 qui impose aux entreprises de cotiser un régime obligatoire pour son personnel cadre. Vous avez aussi les régimes de prévoyance collective qui ont été mis en place dans les entreprises au profit de l'ensemble des salariés. Dans le cas d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise, mais par définition, ces régimes de prévoyance collective ne s'adressent qu'aux dirigeants salariés. Les travailleurs indépendants sont exclus de ce dispositif. Donc pour eux, il y a la prévoyance. Exactement, Guillaume. Au dernier niveau, vous avez en fait ce qui est peut-être le plus important pour un dirigeant, c'est la prévoyance individuelle. Il faut savoir que tout chef d'entreprise, quel que soit son statut, peut décider d'adhérer à titre personnel à un contrat de prévoyance individuelle. Alors, on peut donner quelques conseils. Chaque situation est bien sûr particulière, mais il y a peut-être des conseils généraux, des précautions à prendre pour tout chef d'entreprise, quel que soit son statut. Dans la prévoyance, on peut faire entrer, on l'a dit, la couverture du risque d'arrêt de travail. Avant de souscrire un contrat d'arrêt de travail, je dirais qu'il faut évidemment vérifier la durée de la franchise, la durée de l'indemnisation, choisir le bon régime fiscal. Est-ce qu'on va déduire les cotisations de ses revenus ou ne pas les déduire avec les conséquences sur la fiscalité de l'indemnité. Il faut aussi faire attention aux exclusions. Vous savez, les désinstallations, on ne lit jamais, c'est cela. Exactement, mais il faut que le chef d'entreprise ou son conseil les lise parce que très souvent, ces exclusions contribuent en fait à vider de toute sa substance le contrat le plus mérifique qui peut lui être proposé. On précise aussi que ces cotisations pour la prévoyance, elles sont déductibles de l'imposition sur la société. Elles peuvent, alors elles sont déductibles du revenu du chef d'entreprise. C'est une option. Le chef d'entreprise, en fonction des garanties, je conseillerais ou pas d'opter pour le régime de la déduction fiscale. Par exemple,
pour le risque de décès, clairement, je ne conseille pas aux chefs d'entreprise d'opter pour un contrat Madelin parce que l'objectif d'un contrat de décès, ce n'est pas la défiscalisation. Il existe tout un tas de supports sur le marché qui permettent, notamment des contrats d'épargne retraite, qui permettent de défiscaliser. L'objet d'un contrat décès, c'est vraiment de se protéger, de protéger sa famille et pas de faire de la défiscalisation. Allez-y, vous vouliez conclure? Alors la conclusion, c'est que faites-vous accompagner par un professionnel indépendant des assureurs, par exemple un courtier d'assurance, pour vous y retrouver, pour trouver le meilleur produit adapté à vos besoins dans le maquis des assurances. Céline Schwartzer, on a 12% des personnes qui nous suivent qui sont en concubinage. Et puis, il y en a 17% qui sont célibataires. Ça fait à peu près un tiers des personnes qui sont avec nous. Et ça, pour le notaire, en fait, c'est la même chose. Concubinage, célibat, en termes d'assurance, en tout cas, il n'y a pas de protection particulière au regard devant la loi. Alors effectivement, les gens qui sont en couple sans lien juridique aucun, donc qui sont en concubinage, sont considérés par la loi, tant sur le plan physique que sur le plan fiscal, comme des étrangers d'ailleurs. Si jamais, alors ils peuvent hériter l'un de l'autre, mais avec des droits de succession à 60%, ce qui réduit de suite l'intérêt de faire un testament. Et juridiquement, on appelle aussi célibataires les gens qui ont conclu un pacte civil de solidarité. Donc un PACS, ouais. Voilà. Et donc, eux doivent quand même prendre d'autres précautions, notamment prévoir de faire un testament pour pouvoir utilement se protéger. Merci pour ces précisions. Alors, je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions dans l'onglet chat. Si jamais nous n'arrivons pas à répondre à l'ensemble de vos questions dans le temps qui nous est imparti, eh bien, nous vous répondrons immédiatement à l'issue, par écrit, à l'issue de ces rencontres, afin que vous ayez évidemment réponse à vos questions. Alors, la première question qu'on nous pose, c'est: je me suis marié en étant salarié, sans contrat de mariage. Je suis maintenant président d'une SASU. Dois-je faire un changement de régime et passer en séparation de biens? Alors, il est tout à fait possible de changer de régime matrimonial. Depuis, la loi a beaucoup simplifié la procédure puisqu'il n'y a en général plus de recours au juge et il n'y a plus de délai minimum de mariage. Avant, c'était 2 ans. En revanche, si la personne a déjà créé sa société alors qu'elle était mariée sous un régime de communauté, si la société a été créée pendant le mariage, le titre, l'actif de la société est déjà commun. Donc, il faudra quand même se poser la question de savoir est-ce que, en fonction de la valeur de l'entreprise, est-ce que l'entrepreneur peut se la faire attribuer? Mais effectivement, il est possible de changer de régime matrimonial et de passer sous un régime de séparation de biens. Et ça coûte un peu plus cher que si on avait prévu au départ. Mais donc, ça veut dire que c'est possible. Simplement, il faut réaliser une évaluation, signer un accord. Voilà, en fait, il faut signer un contrat de mariage qui est sous conditions suspensives de non-opposition, très schématiquement, soit des enfants majeurs, soit des créanciers. Et au bout de quelques mois, le changement de régime est définitif. Quand vous dites que ça coûte un peu plus cher, si on le fait avant de se marier ou dans le cas de ce chef d'entreprise qu'on le fait après, quelle est la différence de coût? Alors, si on le fait avant de se marier, le coût est autour de 300 €. En revanche, si on le fait après, le coût va être proportionnel à l'actif à partager, puisqu'on est soumis au fameux droit de partage, quand même un impôt qui est à 2,5%. Donc évidemment, plus l'actif est important, plus ça peut rapidement coûter très cher. Est-ce qu'on peut faire prendre en charge par sa société ou c'est interdit? Ah non, c'est un acte personnel, donc on ne peut pas le faire prendre en charge par la société. Alors, nous avons à présent le cas inverse. Je suis marié en séparation de biens. Je suis caution, pas mon épouse. En cas de défaillance, la résidence principale étant détenue à parts égales entre les deux, peut-il y avoir une saisie de cette résidence? Alors là, on a un bien qui est indivis, donc le gage des créanciers n'est pas total, puisqu'il y a une seule personne qui s'est portée caution, qui est l'entrepreneur. Donc on ne pourrait pas avoir de saisie du bien en totalité comme on l'aurait pour un bien qui serait détenu que par l'entrepreneur. Après, on a quand même une moitié indivise, donc le bien n'est pas totalement protégé non plus. Ça va être un petit peu une situation au Voilà. cas par cas en fonction de ce que peut décider un juge. On nous pose une question pour vous, Philippe Abrat. Faut-il aussi une prévoyance quand on est président d'une SAS? Alors l'assureur va répondre oui, évidemment, mais je vais demander à l'homme plus qu'à l'assureur. Alors, le courtier d'assurance dit oui, bien sûr. Le président d'une SAS doit se couvrir
à titre personnel pour les risques de décès ou d'invalidité. Sur l'invalidité, je dirais d'ailleurs que il faut absolument retenir un contrat qui soit basé sur des critères professionnels, non pas fonctionnels. Les critères fonctionnels, c'est par exemple la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 2e ou 3e catégorie. C'est assez difficile à obtenir. Il faut que le président trouve un contrat où la définition d'invalidité soit calquée sur des critères professionnels. C'est très important. Enfin, dernière question pour vous, Céline Schwartzer. Est-ce qu'il y a un régime matrimonial idéal quand on est chef d'entreprise? Alors, on aurait tendance à penser que le régime de séparation de biens est idéal, mais choisir un régime matrimonial, c'est très personnel. Ça dépend du couple, de ses aspirations. Il y a des couples qui auront un esprit plutôt séparatiste, d'autres un esprit plutôt communautaire qui voudront partager. Donc, par exemple, pour cela, le régime de participation aux acquis qui est beaucoup moins courant pourrait être plus indiqué. Donc, c'est quelque chose. Aux acquis, pardon, excusez-moi. Voilà, participation aux acquis. Qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-nous? Alors, ça veut dire que durant la vie commune, on est indépendant, comme en séparation de biens, mais qu'à la fin, donc à la dissolution du mariage, soit par séparation, soit par décès, on va comparer l'enrichissement des deux personnes du couple pour, par ce qu'on appelle une créance de participation, égaliser le tout et permettre que l'enrichissement soit partagé par 2 moitiés égales. Donc, ça permet de concilier les avantages de la communauté réduite aux acquis et les avantages de la séparation de biens. Merci Céline Schwartzler. Je rappelle que vous êtes notaire à Toulouse et vice-présidente du réseau NCE. Merci également à vous, Philippe Abrat, pour LSN Assurance. On va maintenant passer à notre 3e rendez-vous. Je vous précise qu'il y a des questions qui nous ont été posées pour cette table ronde, mais qui en fait s'adressent plutôt à notre 3e rendez-vous que vous allez suivre dans un instant. Donc, je me permettrai de poser vos questions à l'issue de ce prochain échange. On va maintenant parler de protéger son entreprise avec Jérôme Cesbron, le président de NCE, et Géraldine Pommery, qui est directrice du département entreprise à Unofi Patrimoine. À tout de suite. Protéger son entreprise, donc avec Jérôme Cesbron, président de NCE et notaire à Grenoble. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et avec Géraldine Pommery, directrice du département entreprise à Unofi Patrimoine. Unofi, je rappelle, c'est l'union notariale financière qui accompagne les notaires dans leur activité de gestion de patrimoine privé ou professionnel auprès des clients. Bonjour Géraldine. Bonjour Guillaume. Alors Jérôme, j'ai commencé avec vous. Quand on crée une société, il se pose la question fondatrice du statut. Alors, en quoi la rédaction de ces statuts finalement contribue à la protection de l'entrepreneur? Alors, effectivement, dès lors qu'on décide de passer sous un régime de société, le premier acte, ça va être la rédaction des statuts. Alors, on va mettre de côté l'hypothèse de l'associé individuel, où l'enjeu, évidemment, sera moindre, mais dès lors qu'on a au moins 2 associés, eh bien, les statuts, ça va devenir la loi, ça devient la règle qui va réglementer les rapports et la vie de la société. Trois exemples, si vous voulez, pour illustrer en quoi cette rédaction est importante. Tout d'abord, l'objet social. L'objet social, il va servir notamment à définir les pouvoirs des mandataires sociaux, gérants de SARL ou présidents de SAS, pour engager la société vis-à-vis des tiers. Donc, on comprend qu'un objet qui serait mal rédigé, qui serait trop large, va augmenter artificiellement les pouvoirs du mandataire social et va diminuer le contrôle que pourraient avoir les autres associés. Deuxième exemple, en matière de prise de décision. Dans une société, on parle traditionnellement de décisions d'assemblée ordinaire ou extraordinaire, selon l'importance des décisions. Bien, il va falloir définir dans les statuts quelles règles de majorité vont s'appliquer pour pouvoir prendre ces décisions, avec toujours la difficulté d'éviter le blocage, mais également de coller un petit peu à la réalité du poids et du pouvoir de chaque associé dans la structure. Et puis un troisième exemple en matière de clause d'agrément, là on est dans l'hypothèse où un des associés souhaite sortir ou malheureusement décède et ses héritiers vont prendre sa suite. La question qui se pose, c'est est-ce que automatiquement je vais pouvoir céder mes parts à n'importe quel autre associé,
ou est-ce que dans les statuts, je vais prévoir une clause d'agrément qui va permettre aux associés restants de dire oui ou non, j'accepte que tel nouvel associé entre dans la société. Donc voilà 3 exemples qui illustrent l'importance des statuts bien rédigés. On va revenir sur ces notions de relations entre associés. Ensuite, j'avais d'abord une question pour revenir au statut avec vous, Géraldine Pommery. On trouve beaucoup aujourd'hui d'offres sur Internet qui nous proposent de rédiger facilement ces statuts pour pouvoir les déposer tout aussi facilement. Je ne reviens pas sur le guichet unique. Mais en tout cas, sur cette question de la rédaction des statuts, qu'est-ce qu'on doit penser de ces outils Internet qui nous proposent de tout faire en un claquement de doigts? Alors, ça peut être intéressant pour démarrer rapidement. Ce sont des solutions qui sont ce que j'appellerais préfabriquées. Donc, elles sont conçues pour le plus grand nombre et des situations générales. Toutefois, l'entreprise va grossir, va se structurer, va évoluer, peut-être faire rentrer d'autres gens au capital. D'un autre côté, le chef d'entreprise lui-même, sa situation va évoluer aussi. Il peut se marier, avoir des enfants, divorcer, se remarier. Et donc, les statuts qu'on va avoir signés au départ et qu'on aura mis au fond du tiroir, il faut régulièrement les exhumer du tiroir pour vérifier que ça colle encore ou adapté à la situation de l'entreprise et à la situation du chef d'entreprise. Jérôme, je reviens vers vous pour parler de ce pacte d'associés. Donc, c'est les 2e et 3e dispositions. C'est ce qui régit finalement la relation quotidienne entre associés. Quelles clauses doivent impérativement contenir ces pactes que l'on signe tout de suite après avoir rédigé les statuts? Alors, effectivement, il est important en même temps que la signature des statuts de prévoir un pacte d'associés, qui va plutôt régir les relations des associés hors de la société. Alors, les statuts, c'est la vie quotidienne de la société, et puis le pacte, c'est entre les associés. Et il est important de le signer tout de suite, puisque c'est un moment où tout le monde s'entend bien et où c'est le bon moment pour mettre les points difficiles sur la table et pour les traiter. C'est un peu le contrat de mariage. Je sais pas, c'est un petit peu le contrat de mariage. Là aussi, quelques exemples des clauses importantes à prévoir dans un pacte d'associés. On a ce qu'on appelle la clause de sortie forcée. C'est l'hypothèse où un associé majoritaire se voit faire une offre de rachat de l'entreprise par un tiers, mais le tiers en question, il veut acheter 100% de la société. Dans cette clause de sortie forcée, on va obliger par avance l'associé minoritaire à céder ses titres dès lors que l'associé majoritaire a une offre qu'il souhaite accepter. Et puis on a le pendant de cette clause qui est la clause de sortie conjointe, cette fois qui va plutôt protéger l'associé minoritaire, c'est de dire que si, toujours dans cette hypothèse de cession de la totalité des titres, si on a une offre pour le majoritaire, eh bien, on s'oblige à racheter au même prix les actions du minoritaire pour qu'il ne soit pas lésé. Alors ça veut dire qu'il y a un minoritaire et un majoritaire, parce que souvent, quand on veut créer une société, on veut être à part égale, et puis le notaire ou le professionnel qui nous accompagne lui dit « Ah non, il faut quand même qu'il y ait une part en plus ». Vous n'aimez pas trop quand il n'y a pas de majorité? Alors, ça, c'est une question effectivement récurrente dès lors qu'on a 2 associés qui ont à peu près le même poids dans le projet. On est dans une forme de quadrature du cercle, puisque on n'aime pas le 50-50, mais parfois, on n'a pas bien d'autres solutions. Merci. Alors, il y a une autre sortie forcée, Géraldine Pommery, c'est en cas de décès d'un des associés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ce sont ces héritiers qui vont devenir normalement titulaires des titres. C'est-à-dire que très souvent, ça va être le conjoint et les enfants, et encore très souvent, ça va être le conjoint pour l'usufruit. Schématiquement, ça va être le droit au revenu, et les enfants pour la nue propriété, le droit au capital. Mais encore faut-il, justement, comme le disait Jérôme au premier point, encore faut-il que les héritiers soient agréés pour devenir associés. Alors, qu'est-ce que c'est un héritier agréé, pardon? Eh bien, la collectivité des associés restants va se positionner pour savoir si les héritiers vont pouvoir être au sein de l'entreprise en tant que nouvel associé en remplacement de leur père ou mère défunt. Maintenant, on n'est pas obligé d'agréer. Donc, si on n'agrée pas, c'est la question. Évidemment. Eh bien, si on n'agrée pas, les associés survivants et la société doivent désintéresser les héritiers, qui eux ont hérité d'une valeur de titre. Donc, va se poser la question de comment vont-ils financer ce rachat de titres aux héritiers. Et c'est à ce moment-là qu'on peut penser à mettre en place des assurances croisées entre associés.
C'est-à-dire que chacun va s'assurer sur son propre décès au bénéfice de l'autre. Et si l'un décède, le contrat d'assurance va jouer et va délivrer aux survivants de quoi payer les titres aux héritiers. Alors là, nous recommandons de faire une clause bénéficiaire par testament avec le notaire qui pourra de ce fait vérifier que le capital versé à l'associé survivant servira bien à désintéresser les associés, ce que la compagnie d'assurance ne pourra pas faire. On ne va pas le vérifier. Non. Alors, schématiquement, comment ça se passe pour que la société, elle, puisse continuer de vivre et continuer son activité quand il y a un décès d'un des associés? Alors, là, on rentre à la fois dans le thème des mandats ou le thème de l'assurance somme clé. Bon, on va peut-être commencer alors dans ces cas-là par l'assurance, la question d'assurance somme clé. On peut faire vous vouliez ajouter autre chose? L'assurance somme clé. L'assurance somme clé, peut-être. Donc, on va, sur l'assurance somme clé, on va déjà peut-être demander à nos internautes si ils bénéficient ou non d'une assurance somme clé. Je vais vous demander de répondre à ce petit sondage. Peut-être même que vous ne le savez pas. Donc, est-ce que vous bénéficiez d'une assurance homme clé? Oui, non, ou vous ne le savez pas? On va relever la copie dans quelques secondes. Cette assurance homme clé, peut-être, vous allez peut-être pouvoir nous la définir en quelques mots. Allez-y. Absolument. Alors, en fait, dans une TPE et une PME, le chef d'entreprise, c'est l'homme orchestre, c'est l'homme clé, justement. C'est celui sur qui va reposer l'activité, c'est celui qui va tenir les relations avec les banques, les relations avec les clients, les relations avec les fournisseurs. Et donc, de ce fait, son indisponibilité ou sa disparition va remettre en cause la poursuite de l'activité. À titre d'exemple, en 2019, on s'est aperçu que 15% des transmissions d'entreprises par décès avaient fini par une faillite parce que l'entreprise ne s'en était pas relevée. Donc, une entreprise sur 7. Voilà. Donc, en fait, l'entreprise peut s'assurer contre le décès du dirigeant. Ça ne va pas le remplacer, évidemment. Mais d'un point de vue économique, elle va s'assurer et être bénéficiaire d'un capital qui va arriver en cas de décès. Alors, attention, si on est à l'IS, c'est un produit exceptionnel. Ça veut dire que 25% de la somme perçue repart à l'État. Mais néanmoins, il y a 75% de la somme assurée qui va permettre de donner le temps à l'entreprise de se retourner, d'avoir un nouveau modèle avec un nouveau dirigeant et donc d'avoir un flux de trésorerie. Alors, là, on a une majorité en fait de personnes qui ne bénéficient pas d'une assurance homme clé parmi nos éditeurs. 67% et 12% ne savent pas non plus s'ils en bénéficient ou non. Alors, est-ce que quand on ne sait pas, c'est qu'on n'en bénéficie pas en général? Très probablement. Très probablement. C'est-à-dire qu'on a moins de 20% qui ont souscrit l'assurance homme clé. Exactement, il y a exactement 21% de personnes qui ont souscrit une assurance homme clé. Est-ce qu'elle est nécessaire et indispensable, cette assurance, Jérôme Cesbon? Alors, cette assurance, elle est indispensable, comme on vient de le dire, pour permettre à la société, dans une phase difficile, de bénéficier de la trésorerie nécessaire pour continuer à vivre. Donc, nécessaire, oui. Suffisante, non, parce qu'elle ne va pas répondre à une autre problématique, qui est la problématique de la prise de décision. Pour que l'entreprise continue à vivre, il va falloir que quelqu'un remplace le chef d'entreprise disparu. Et pour ce faire, on peut penser à un système de mandat. Alors, on a 2 mandats qui existent en France. Il y a le mandat à effet posthume, qui va intervenir en cas de décès, et puis du dirigeant. Et puis, il y a le mandat de protection future, qui, lui, va permettre de couvrir des périodes d'incapacité longue du chef d'entreprise. Et par ce mandat, le chef d'entreprise va pouvoir, par exemple, décider de la personne qui sera à même de prendre les décisions à sa place pour poursuivre l'activité de la société. Alors, c'est des régimes qui ont l'avantage d'exister, qui sont juridiquement perfectibles, qui devraient évoluer prochainement. Et puis, c'est des régimes sur lesquels il faut aussi être bien conseillé, puisqu'il faut que l'articulation entre ce qui est prévu dans le mandat et ce qui est prévu dans les statuts fonctionne. Donc, on a là aussi un vrai besoin pour que la protection joue son rôle à plein. Eh bien, il faut que les différents écrits soient compatibles entre eux. On revient à ce que disait Géraldine Pommery tout à l'heure. Le papier qui est au fond du tiroir, il faut le ressortir de temps en temps pour savoir s'il est bien compatible avec la situation du moment. Alors, quand on a des associés, cette question d'assurance somme clé, on se dit on peut faire bénéficier d'assurance somme clé ses associés. Mais quand on est actionnaire unique de son entreprise, dans le cadre d'une SARL par exemple, et qu'on a
des salariés sous sa responsabilité. Comment faire à ce moment-là? Est-ce qu'on peut désigner un de ces salariés comme une personne clé de l'entreprise? Ah, on peut désigner tout à fait un salarié comme une personne clé de l'entreprise et donc l'assurer au titre d'une assurance somme clé pour peu qu'il ait une fonction qui soit vraiment clé. Du pas trop directeur opérationnel, hein, d'une unité dans laquelle on n'est pas soi-même. Oui, alors je penserais plutôt par exemple au seul ingénieur de l'entreprise qui dirige le bureau d'études. Les autres ont certainement beaucoup de compétences, mais pas ingénieur. Donc là, c'est une personne clé. Voilà. Très bien. Donc, on peut en faire bénéficier un tiers, et pas Absolument. forcément une personne qui est intéressée au capital de l'entreprise. Je vous propose de nous poser à présent vos questions sur la tablette. Il y en a déjà quelques-unes qui nous sont arrivées, notamment une question qui nous a été posée par plusieurs personnes lors de la première table ronde. On l'a concentrée donc en une seule, que mettre en place à l'approche de la retraite pour protéger la pérennité de la société des risques, menaces liées à la retraite arrivant pour ma société, nous dit cette personne. Alors, Enfin, nous disent ces personnes, parce qu'elles sont plusieurs à avoir abordé cette question. la première réponse à faire, et la question en ce sens est très bonne, c'est que un départ, ça s'anticipe. Donc, la question doit se poser en amont pour pouvoir y apporter des réponses. Après, répondre à la question sans avoir le contexte, c'est difficile puisque chaque situation va appeler une réponse particulière. On peut imaginer un exemple. On peut imaginer si la transmission va se faire à un salarié, c'est une des hypothèses que l'on rencontre régulièrement. Et on peut imaginer, par le pacte d'associés qu'on évoquait tout à l'heure, de faire rentrer progressivement le salarié futur chef d'entreprise pour l'intéresser, mais économiquement, il n'a pas forcément les moyens de tout racheter d'un coup. Donc, on peut, sur plusieurs années, lui céder 15%, puis 15 autres pourcents, et par le pacte d'associés, dès le début, prévoir comment on arrivera aux 100%, à quelles conditions, et puis prévoir le scénario catastrophe où finalement, ça ne se passe pas bien, et comment on va ressortir pour protéger le chef d'entreprise en place, comment on va ressortir ce salarié qui est rentré et finalement qui n'était pas le bon. Donc voilà, c'est une réponse possible. On aurait une autre réponse, évidemment, si on avait des enfants qui seraient repreneurs. Et là, on pourrait partir sur un pacte du trail, mais qui nécessiterait d'autres développements que le temps qui nous appartient aujourd'hui. On en parlera peut-être à l'issue d'une prochaine e-rencontre des notaires NCE. Autre question, peut-il y avoir un intérêt entre un compte de tiers séquestre et un contrat homme-clé, s'il vous plaît? On a évoqué tout à l'heure ce qu'était le compte tiers séquestre. Alors, je n'aurais pas lié le tiers séquestre à l'homme clé, mais plutôt à l'assurance croisée entre associés, c'est-à-dire que c'est le contrat par lequel chacun s'assure au bénéfice de l'autre associé pour que l'associé survivant puisse désintéresser les héritiers. Et le but du jeu est effectivement qu'ils ne partent pas aux Bahamas avec le capital. Donc, Sauf si l'activité professionnelle est aux Bahamas. en effet, mais là, oui, mais là, vous rentrez dans une petite case. Donc à ce moment-là, il est intéressant de nommer le notaire tiers séquestre des capitaux pour que justement celui-ci soit à même de vérifier que le capital assuré serve bien à désintéresser les héritiers de l'associé décédé. J'y suis arrivé. Félicitations. Alors, on nous pose aussi la question, le pacte d'associés apparaît-il dans les statuts d'une société ou s'agit-il d'un autre acte? Non, ce sont deux actes indépendants. L'un des avantages du pacte, c'est justement qu'il est secret, discret, qu'il n'est pas publié, il peut ne concerner qu'une partie des associés. Donc, c'est vraiment un acte à part et bien plus indépendant. Une autre des différences, qui est un peu la conséquence de cet état, c'est que les sanctions ne sont pas les mêmes. Une sanction pour le non-respect de statut, ça va être la nullité de la disposition de l'acte pris en contravention avec les statuts, alors que le non-respect d'un pacte d'associés va se traduire en dommages et intérêts. On nous pose enfin une dernière question. Le bénéficiaire ou la bénéficiaire d'une assurance homme-clé ou femme-clé peut-il être la société elle-même? Alors, ça doit être la société elle-même.
Parce que l'idée, c'est d'aider la société à passer le cap de la disparition ou de l'indisponibilité du chef d'entreprise. Donc, en fait, c'est la société qui souscrit le contrat. L'assuré, c'est l'homme clé. Et le bénéficiaire, c'est bien la société. Et c'est ce qui rend d'ailleurs les primes d'assurance déductibles du résultat. Donc, mais le bénéficiaire, ce n'est pas un associé, une personne physique ou un salarié. Le bénéficiaire, c'est la société elle-même. D'accord, donc c'est qu'on désigne quelqu'un qui est à même de continuer à la faire grandir. L'homme clé, c'est la réponse économique à la disparition et donc le cash dont on a besoin pour se retourner et trouver une solution. Donc c'est au bénéfice de la société pour qu'elle puisse continuer à payer ses fournisseurs, ses salariés, les échéances bancaires, etc. Donc la question était bonne, finalement Cette question est excellente. c'est bien une assurance femme clé puisque c'est la société qui en est bénéficiaire. Donc effectivement, il y a un petit abus de langage de la part des assureurs. Merci à tous les deux. Merci Géraldine Pommery, directrice du département entreprise à l'Unofi Patrimoine. Merci à vous. Et merci à vous, Jérôme Cesbron. Alors, les questions qu'on a abordées ce matin sont complexes. Les réponses, on a compris qu'elles étaient aussi plurielles. Il y avait finalement autant de cas que de sociétés, sans doute rien de voir à rendez-vous chez son notaire. Oui, effectivement, la protection qui est le besoin premier va dépendre dans tous les cas de la situation précise et seule une réponse précise va permettre d'aboutir au résultat. Donc j'invite tous les auditeurs à se rapprocher de leurs conseils pour parvenir à cette protection optimale. Merci Jérôme Cesbron, président de NCE et notaire agronome. Merci à vous d'avoir suivi également ces 4e e-rencontres NCE, le réseau des notaires conseils d'entreprise. Merci également à Virginie Dejoie et Éloi Foucoire pour la préparation de ces rencontres ainsi qu'aux équipes techniques de GoSparks. L'ensemble des échanges seront bientôt mis en ligne sur le site du réseau NCE. Ils vous seront également envoyés pour un replay. S'il y a des questions auxquelles nous n'avons pu répondre dans le temps qui nous était imparti, elles seront également, elles auront une réponse qui leur sera apportée dans les heures qui viennent. Merci pour votre attention. On vous souhaite une belle journée.